De quoi? Simon demandait s'il y a des. Ça va être ça pendant tout le. Non, non, non. Là, tu vas voir. Là, ça claque. Ah, ok. On enlève. Là, il va basculer. Tu lances, du coup. C'est là. On a 3 micros et Ouais. on prend juste Si, quand on a on a besoin. chacun un micro. On va se le Non. partager, quoi. Non. On est bon. Tu stream? Et bienvenue à European Lab, c'est la radio du Lab. Ici même, on est à Bruxelles, c'est une première, la première fois que Nuit Sonore et European Lab vont en goguette en Belgique et à Bruxelles. C'est parti pour 2 jours de Lab. Là, ici, c'est le canal radio, donc nous sommes streamés en direct. Vous pouvez nous suivre en images sur le site du Lab et sur YouTube. Et on commence avec une première table ronde. On va enchaîner comme ça aujourd'hui et demain plusieurs tables rondes sur la Civic Innovation Network. On va présenter cette initiative bruxelloise et parler de plusieurs projets qui rentrent en lien dans ce réseau-là. Pour nous parler de ce sujet, Timothée Bress, on dit, il me semble. On dit, ouais, Timothée Bress, voilà. Timothée, Pierre-Alexandre, qui est là-bas, Antoine Dutrieux et Simon Hoth. On va commencer, avant de rentrer vraiment dans les projets que vous soutenez, à parler de cette initiative du Civic Innovation Network qui se fixe l'objectif de résoudre, si je prends bien ce qu'il y a écrit, résoudre les défis systémiques de Bruxelles en stimulant des collaborations, en connectant des individus, des projets, des communautés. Alors, qu'est-ce que vous entendez déjà par ces défis systémiques, pour commencer ? Alors, donc il y a plusieurs éléments au Civic Innovation Network. On aura l'occasion d'en discuter avec Pierre-Alexandre. Donc aujourd'hui, on est en fait face à des défis qui sont d'une nouvelle nature et pour lesquels il faut proposer des nouvelles approches. Et la notion de systémicité est essentielle. Et c'est vraiment cette approche qu'on a essayé de pousser au Civic Innovation Network à travers des missions urbaines co-créées par des acteurs de la ville, que ce soit des acteurs privés, des acteurs publics ou des actions citoyennes. Et donc c'est vraiment notre objectif de pousser et de développer la collaboration entre ces différents éléments de la ville. Voilà, peut-être que Pierre-Alexandre a quelques éléments à rajouter là-dessus. Non, je pense que c'est bien résumé. On est convaincu que les défis et les problèmes auxquels sont confrontées nos villes, hein, on est ici à Bruxelles, mais toutes les villes européennes, voire dans le monde, sont confrontées à leurs défis et ils vont aller de manière croissante. Toutes ces solutions, elles peuvent être amenées par des acteurs de terrain. Et on le voit tous les jours à Bruxelles, on est confronté et on travaille, on collabore, on discute avec plein de gens qui ont plein de solutions. Et notre constat, il est assez simple, c'est qu'aujourd'hui, les 2 voies principales par lesquelles ces solutions peuvent avoir accès à des ressources, du financement public ou du financement privé, ne parviennent pas à faire en sorte que ces solutions s'installent de manière pérenne et répondent aux vrais problèmes. Et donc la question qu'on pose et le champ d'action dans lequel on travaille, c'est est-ce qu'il y a moyen de réinventer et trouver une voie alternative à ces 2 pistes-là ? Et nous, on est convaincus que c'est en tissant du lien entre les différents individus, entre les différentes entités, les différents acteurs, que tous nos problèmes locaux, que de la pollution au logement, à l'inclusion, à l'énergie, à la gestion des déchets, à l'éducation, peuvent être résolus par des forces locales. Donc finalement, vous avez fait le constat que les acteurs de terrain, ils existent, c'est-à-dire les gens qui sont en passe d'essayer de trouver des solutions existent, mais ce qu'il manquait, c'est vraiment l'interconnexion entre tous ces degrés. Et votre plus-value, justement, c'est d'arriver à relier ces gens, ces porteurs d'initiatives, à tout un autre réseau de personnes, à un réseau d'informations, pour qu'ils ne soient pas complètement isolés, que ce soit vertueux. Je pense même qu'au-delà de cette interconnexion, qui est effectivement, oui, quand on crée du lien, on est plus fort, il y a une notion de réflexion collective à avoir. Comment est-ce que des acteurs publics, des agences publiques, des cabinets ministériels pensent la ville en interaction avec des citoyens qui sont confrontés sur le terrain aux problèmes ? Comment est-ce qu'on peut mettre ces gens autour d'une table, avoir un dialogue qui puisse les amener à se dire ok, on va pouvoir construire une solution ensemble de cette manière-là, en investissant de cette manière-là. On pourra rentrer dans plein d'exemples parce que ça paraît un peu vague et un peu méta.
plus tard dans la discussion. Mais... Il y a aussi peut-être un élément intéressant sur pourquoi Bruxelles. Il faut savoir qu'à Bruxelles, c'est une ville en Europe où il y a le plus d'initiatives citoyennes au mètre carré, sauf que très peu de gens le savent, parce que ces initiatives sont extrêmement isolées et très peu connectées avec on va dire les échelles supérieures. Et ce qui est intéressant à Bruxelles, c'est qu'on a pas mal d'échelons, hein, ça va du plus grassroots à la Commission européenne. Et donc notre ambition, c'est vraiment d'offrir de la visibilité à ces initiatives et aussi d'aller un peu toquer à la porte de ceux qui sont là-haut et de leur dire voilà, vous êtes à Bruxelles, ce serait peut-être intéressant de commencer par là si vous voulez développer des nouvelles relations avec vos citoyens européens. Et je crois que on en a bien besoin en ce moment. Alors, outre cette spécificité bruxelloise qui est la multiplicité de ces initiatives, est-ce que ce tissu urbain bruxellois présente d'autres spécificités qui fait que votre travail que vous menez ici sur le terrain ne serait pas le même si vous le meniez à Paris, à Berlin ou ailleurs? Est-ce que ce tissu urbain a une particularité? On sait que Bruxelles, notamment, souvent est cité comme presque un contre-exemple urbanistique, souvent parce qu'il y a eu beaucoup de strates qui coexistent dans la ville et ça en devient presque un intérêt. Est-ce que vous avez fait un constat qui vous ramène à dire que la méthodologie que vous employez et la façon dont vous avez travaillé, et la façon dont vous avez imaginé ce projet est réellement née d'un cas pratique qui est Bruxelles? Je peux y aller dessus. Je ne suis pas du tout urbaniste, je ne suis pas expert de cette thématique-là. Mais mon vécu et notre expérience qu'on a là de ces derniers mois est assez surréaliste. On se rend compte qu'au final, il y a combien de parlements à Bruxelles? Il y a combien de communes divisées qui ont chacune leur manière de fonctionner? Et même quand on parle de la région, les différentes administrations publiques ne se parlent que trop peu entre elles. Elles ont jamais ou rarement l'opportunité de pouvoir s'imbriquer et de co-construire ensemble ce qu'elles imaginent. Ce qui fait qu'elles... Peut-être préciser le nombre de parlements, parce que peut-être que tout le monde n'a pas conscience de ça. Il y a 19... Non, il y a 19 communes. Ouais. 19 communes. Ouais, voilà. Et combien de parlements? Je sais pas, je dirais 3, 5. Bon, trop. Mais moi, je vois pas ça comme un problème. Je vois ça comme une énorme opportunité, justement, de créer ces liens et de coordonner un parlement bruxellois avec des régions pour développer des solutions ensemble. Il y a tellement de liens à créer et de dialogues à ouvrir et à entretenir que ça en fait un énorme champ d'expérimentation. Et ça, c'est la spécificité première de Bruxelles. La deuxième spécificité, c'est sa diversité de population. Et c'est assez incroyable de pouvoir faire 150 mètres et d'arriver dans un autre quartier avec une autre ambiance, avec d'autres problèmes. Et c'est une richesse totalement sous-exploitée aujourd'hui. Et sa complexité linguistique aussi. Tout à fait. Ouais, et ça en fait un bon exemple, on peut dire, d'une ville du futur, où il y aurait, on peut imaginer une diversité qui, à Bruxelles, est assez particulière aujourd'hui, mais qui demain sera présente dans plus d'autres villes. Donc on peut imaginer qu'on est un peu en avance à ce niveau-là et que les solutions qu'on va développer dans ce contexte pourront être utiles dans le futur pour d'autres villes. Donc une fonction de laboratoire. Exactement. Pour parler concrètement, quelle est la méthodologie qui est la vôtre? Justement, j'imagine que vous avez développé une sorte de méthodologie qui permet de mettre les gens autour d'une table, au travail, ensemble, de déverrouiller certains points, de dénouer certains nœuds qui souvent arrivent, qui mettent des murs, qui arrivent à une stérilité. Quels sont ces outils que vous avez pu mettre en place? Alors, on est au tout début du processus. Concrètement, on travaille depuis septembre dernier, c'est septembre 2016, et on a commencé à travailler à ces missions urbaines co-créées, comme le disait Timothée, depuis avril-mai, donc c'est extrêmement récent. Et ce qu'on itère comme méthodologie, c'est la chose la plus simple qui soit, c'est-à-dire une table de dialogue, une table autour de laquelle on va réunir différents acteurs qu'on imagine complémentaires ou devenir complémentaires. Et on tente, au fil de sessions de 2 heures, et parfois il en faut 3, parfois il en faut 8, de voir qui est qui, d'amener à extraire les opportunités et les obstacles qui empêchent cette réalisation de missions communes, et de générer une confiance entre individus, entre entités, qui vont au final pouvoir aboutir à un plan d'action concret. Un plan d'action concret, ça peut être
un centre logistique alimentaire dédié au surplus, ça peut être un Fab Lab mobile où différentes entités vont co-créer la solution. En fait, il n'y a aucune limite en termes de fonds. Et l'élément de base, c'est une table neutre autour de laquelle un dialogue va pouvoir démarrer. Et alors, en surcouche numérique, cette fois, on va tenter d'installer des outils de dialogue, de communication, de décision aussi collective. Et on est en train de travailler autour d'un outil légal et d'un outil comptable qui va permettre en fait à une association sans but lucratif de travailler avec un mouvement citoyen, avec une start-up, avec un acteur public ou un acteur privé, de commun accord avec un objectif commun, dans une structure qui sécurise tout le monde en sachant nous codétenons cette solution. Il n'y a pas un acteur public ou une start-up ou un mouvement citoyen qui va pouvoir tirer la couette, mais on va tous travailler ensemble vers là. Et je pense que on pourrait énumérer toutes ces solutions. Tout ça repose sur la nature humaine, en fait. La nature humaine qui peut développer de l'empathie, de la confiance entre des acteurs et des entités qui ont une vision commune. Et oui, tout à fait, exactement. Et pour revenir à cette notion de nature humaine, ne pas oublier qu'on a été tous élevés, on a tous grandi dans un contexte compétitif. On vit dans une société où le modèle compétitif est le modèle avec lequel qui est inscrit dans nos systèmes. Et donc, on invite vraiment les gens à essayer de passer du modèle compétitif au modèle collaboratif. Et comment est-ce qu'on fait ça ? On essaie simplement de démontrer qu'est-ce qui serait possible si les gens se mettaient ensemble, mutualisaient leurs ressources. Quelles sont les barrières qui vont se lever, qui vont sauter en passant à ce modèle collaboratif. Donc c'est pas un discours en mode on va arrêter de se faire la guerre, on va faire l'amour et ça va être génial. Non, il y a des intérêts personnels, individuels pour chacun des projets qui s'engagent dans cette dynamique à faire partie de cette collaboration. Parce qu'ils vont pouvoir avoir un impact à long terme beaucoup plus important et qui est notamment permis par un accès aux ressources qui va être aussi plus important parce que en créant cette collaboration, les projets vont pouvoir avoir une visibilité supérieure et donc espérer attirer l'intérêt des pouvoirs publics ou d'investisseurs qui vont investir dans leurs projets. Je vais juste rajouter un petit point qui est quand même clé. Tu parlais tout à l'heure de spécificité de Bruxelles. Bien sûr, chaque ville, chaque commune au niveau européen a sa spécificité, ses problèmes, ses défis. Le modèle dans lequel on croit, nous, il est effectivement basé autour d'un modèle collaboratif, contributif, mais il est également basé autour de la documentation et de la transparence. Ça veut dire que tout ce qu'on va faire va être accessible librement à tous sous une forme de recette. Et une initiative qui est positivement inscrite et qui fonctionne dans un quartier va pouvoir être répliquée dans un autre quartier, avec les spécificités et les forces locales. Mais la recette va être là. Et si on prend cette analogie, c'est par rapport à tout ce qui est de l'ordre du software open source, c'est-à-dire que le code est accessible, est modifiable, est améliorable, est partageable. Et l'idée, c'est de commune en commune, de ville en ville. Si une initiative co-construite fonctionne à Bruxelles, dans une commune, pourquoi elle ne pourrait pas être répliquée et améliorée dans une autre commune, voire dans une autre ville, et vice-versa. Si un modèle d'éducation à Copenhague fonctionne, pourquoi ne pas tenter de le répliquer avec les forces locales et vives en lien direct avec les défis qui nous occupent localement. Et c'est un peu cette vision d'Europe avec des villes open source qui développent différentes solutions qui puissent être librement partageables et améliorables localement. Et ces défis, alors ils peuvent être environnementaux, de l'ordre de l'éducation, du social. Comment vous les identifiez et après comment vous allez vers des projets ? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, les projets viennent à vous ? Est-ce que vous diguez, entre guillemets, en disant, tiens, vous allez sourcer un projet et vous dire, bon, peut-être qu'on va vous contacter parce qu'on sent qu'on peut vous apporter nos compétences. Comment ça fonctionne, cette première phase ? En fait, on est dans une phase extrêmement précoce et aujourd'hui, on peut identifier 3 canaux par lesquels ces projets co-construits peuvent démarrer. Le premier, c'est celui qu'on a utilisé jusqu'à présent, c'est-à-dire une analyse et une écoute et une forme d'empathie, une posture d'empathie envers les projets de nos réseaux respectifs et de se dire, ok, là, il y a un puzzle sans doute à construire, on va tenter de vous mettre autour d'une table et de générer une dynamique.
Peut-être préciser à ce niveau-là que Couchebou, Pierre-Alexandre et moi-même, ça fait déjà un petit moment qu'on est dans ces réseaux d'entrepreneuriat social et de transition économique. Tout à fait. Et que donc on a accès en fait à un panel d'entrepreneurs qui aujourd'hui facilite grandement la tâche. On est bruxellois depuis un certain temps, ou depuis toujours pour certains. Et ce qui fait que voilà, on part de nos réseaux personnels et on adopte une posture ouverte qui permette à d'autres de revenir. Tout à fait, donc ça c'est le premier canal, c'est une analyse et une forme d'imagination et de créativité qui nous dit là, au niveau du logement, de la nourriture, au niveau de l'éducation et des nouvelles technologies, il y a des choses à développer et on tente. On réunit les gens, on les invite, et alors avec toujours une structure fort perméable où à la réunion d'après, si quelqu'un ne s'y est pas plu, il peut sortir, si quelqu'un veut rejoindre, il peut rejoindre. Donc ça c'est un premier canal. Le deuxième canal, c'est un entrepreneur qui vient nous trouver en disant on aurait besoin d'aide et on peut essayer de trouver un puzzle avec la personne. Et le troisième canal qui semble se dégager et qui devient vraiment intéressant en surcouche aux agences publiques, aux administrations publiques, c'est elles-mêmes les organisations, les administrations publiques qui ont des thématiques d'environnement, de propreté, de formation, de travail, qui viennent nous trouver avec des défis. Pouvoir rénover le parc de bâtiments à Bruxelles pour réduire les consommations d'énergie, construire des panneaux photovoltaïques pour les friches abandonnées à Bruxelles, gérer les X tonnes de déchets de bois à Bruxelles qui sont brûlés aujourd'hui à un coût exorbitant. Toutes les administrations savent quels sont les problèmes. La question, c'est quelles méthodes elles peuvent employer aujourd'hui pour faire levier sur les forces locales. Et là, on essaye de co-construire avec eux un scénario qui mette en œuvre et renforce les initiatives qui amènent des solutions. Alors on va justement exemplifier tout ça de façon assez concrète en parlant de 3 initiatives que vous appuyez. Et Timothée, je vais te laisser là plus la main sur ça parce que c'est des projets que vous connaissez par cœur. Et avec Simon et Antoine, on va pouvoir rentrer plus en particulier, plus en profondeur dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet, ouais. D'accord, très bien. Merci Vincent. Donc on a le plaisir d'avoir aujourd'hui 2 acteurs bruxellois. Pour Antoine, de l'occupation temporaire à travers le projet de la Comuna. Et pour Simon, à travers Frutopia, qui est un projet de revalorisation du gaspillage alimentaire, et également Armadillo, qui fait le pont avec une dimension occupation temporaire. Donc peut-être Antoine, tu peux peut-être nous introduire un peu qu'est-ce que c'est que ce collectif de la Comuna, dont beaucoup peut-être ont déjà entendu parler, mais peu connaissent les rouages et peut-être les projets. Oui, donc à la Comuna, ce qu'on fait, c'est de la réhabilitation d'immeubles vides en les mettant à disposition de projets à haut impact sociétal, comme on dit ça, ou de projets citoyens. Donc en gros, le mécanisme, c'est qu'on cherche des immeubles vides, on signe des partenariats avec les propriétaires pour y avoir accès pour une certaine durée, et puis on trouve des projets qui ont besoin d'espace à petit prix, à petit budget pour occuper ces espaces. Ce qu'on essaye en général de faire, c'est de créer ce qu'on appelle maintenant des tiers-lieux, c'est-à-dire des immeubles où il n'y a pas que du logement, que des bureaux, que des espaces de production. On essaie un peu de tout mélanger. On essaie aussi de mélanger les publics, c'est-à-dire pas d'avoir que des gens qui sont précarisés ou que des gens qui ont fait des hautes études ou que des gens qui ont plein de sous. On essaie un peu de mélanger les publics, tant au niveau des occupants qu'au niveau des gens qu'on invite. Donc, par exemple, si on essaye de faire un concert un soir, on va peut-être avoir un concert je sais pas, de musique de l'Est avec de la nourriture cuisinée par un collectif marocain, etc. Donc on essaie vraiment de brasser des gens différents pour qu'ils se rencontrent au sein de nos bâtiments. Et alors, on essaye de donner un accès aux espaces qui soit ce qu'on appelle radicalement inclusif. C'est-à-dire qu'on fait ça sur base d'un prix libre avec un minimum suggéré, donc c'est un peu compliqué, mais en gros on dit ok, cet espace nous coûte tant en rénovation, en besoins humains, de gestion de l'association, et tout ça, et puis on fixe un prix, mais on dit si vous n'arrivez pas à payer ce prix-là, on peut aussi faire un échange, par exemple de travail dans la sauce. Donc
on est une ASBL, donc association sans but lucratif, mais on essaye de travailler sur un mode plus coopératif. Donc on implique chaque personne qui fait partie de la tribu Comuna, comme on appelle ça, dans les travaux qu'on fait. Voilà. Merci, c'est vraiment très intéressant de voir comment vous avez défini cette inclusivité au cœur du projet et de voir combien le public, les acteurs de Comuna sont en effet de tout horizon, de tout milieu, et c'est vraiment une des clés, je pense, de la réussite de Comuna. On fonctionne principalement grâce aux bénévoles. Donc il y a ce qu'on appelle un comité de pilotage, c'est vraiment les gens qui sont là tous les jours au bureau, répondre aux emails, faire les tâches un peu rébarbatives. Et puis après, en fait, tous les gens qui font tourner le truc, c'est les occupants, les bénévoles et les gens qui nous soutiennent. Génial. Donc peut-être pour simplement recadrer la chose, donc nos bureaux, les bureaux de Civic Innovation Network sont dans des bâtiments communaux, dans un bâtiment à côté de la place Flagey qui s'appelle La Serre, où il y a une programmation artistique, musicale, culturelle, culinaire assez incroyable que je vous invite à aller découvrir au plus vite. Et donc aussi un espace coworking où on travaille avec d'autres projets. Simon, ça fait un petit moment que tu es à Bruxelles, que tu as lancé cette initiative Fruitopia assez récemment. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton intention derrière ce projet ? Bien sûr, ouais. Fruitopia, ça fait pas trop longtemps, là, c'est vraiment une initiative toute jeune. En fait, ça part du constat qu'il y a énormément de gaspillage alimentaire à Bruxelles, il y a énormément d'initiatives déjà, mais on s'est dit, qu'est-ce qu'à notre niveau, en tant que citoyen d'une grande ville comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, je faisais mes courses au marché du midi, j'ai vu des palettes et des palettes de fruits et de légumes gaspillés, même si le fruit était encore parfaitement consommable. Et donc, on s'est dit, ok, on va juste faire quelque chose activement pour lutter contre le gaspillage et pour montrer aussi qu'il y a une alternative au gaspillage, qu'on peut très bien transformer ces fruits et légumes qui sont dédiés à la poubelle dans quelque chose qui est bon, qui plaît à tout le monde. Et on s'est dit, bah voilà, on va faire des confitures. On sait que dans d'autres villes comme Paris et Londres, il y a des initiatives comme la confiture Rebelle ou Rubies and the Rubble qui font la même chose, un peu au niveau vraiment professionnel. On s'est dit, bon, on va essayer ça. On va faire des ateliers cuisine avec des bénévoles. On va faire la récupération au marché pour montrer que finalement, voilà, on peut créer un produit qui peut se vendre. Nous, on a deux dimensions. On a la dimension prix libre, un peu comme à la Comuna, et on a la dimension prix fixe pour aussi être rémunéré ou pour couvrir nos coûts, en tout cas. Et donc on est en train de développer le côté sensibilisation, faire des ateliers avec des écoles, avec des jeunes, avec toutes sortes de citoyens en fait pour trouver ensemble en fait des solutions, des alternatives au gaspillage alimentaire. D'accord. Et quelles sont on va dire les limites que vous rencontrez dans une ville comme Bruxelles, peut-être au niveau des autorités, au niveau légal, qui peut-être mettent des bâtons dans les roues dans on va dire la démocratisation de la pratique de la récupération de gaspillage alimentaire. Peut-être que Antoine a sûrement des avis aussi là-dessus, puisque la Comuna sont très à la pointe aussi sur cette thématique. Oui, je pense que tu vas en parler aussi après. C'est clair que en tant qu'association jeune avec des gens qui ont peut-être pas beaucoup d'expérience dans la gestion de projet, dans tout ce qui est administration, quand je veux transformer un aliment dans une confiture, il faut que je respecte des normes incroyables. Il faut que je produise dans une cuisine aux normes, etc. Donc déjà les normes administratives, après tout ce qui est impôts, taxes, etc. Enfin, c'est quand même assez complexe, je dirais. Donc niveau administratif, c'est pas évident. Après, je sens que l'ambiance au niveau public, pouvoir public, mais aussi tous les citoyens bruxellois sont très ouverts, et je pense que ça a changé. Apparemment, avant, les gens de la ville venaient avec du produit qu'ils mettaient sur les légumes à la fin du marché pour que les aliments ne soient pas mangés après. De liquide vaisselle. C'est ça. Et donc ça a complètement changé. Donc il y a cette sensibilisation qui est déjà là, c'est en train de changer, mais niveau normes d'hygiène, je dirais c'est un challenge, quoi. Il y a encore du chemin à faire. Antoine, peut-être un commentaire au niveau des... Moi, j'ai l'impression que les mentalités ont bien changé. À la Comuna, on fait des récup avec plein de supermarchés.
Et en fait, on a même l'occasion d'être un peu sélectif puisqu'on récupère que de la nourriture bio. Donc voilà, je trouve ça assez sympa. On paye beaucoup d'impôts parce qu'on a un super système social et je pense que d'une manière ou d'une autre, la boucle se boucle parce que si on ne peut pas se payer avec notre initiative, il y en a peut-être certains qui reçoivent le chômage, donc en attendant, on peut travailler sans salaire. Voilà, donc je pense que ça vaut peut-être le coup de temps en temps de payer autant de taxes. D'accord. Donc à Bruxelles, peut-être une belle opportunité pour tous ceux qui veulent démarrer des projets autour de l'économie circulaire et du gaspillage alimentaire. Ça va dans la bonne direction. Peut-être que maintenant on peut évoquer peut-être la dimension plus urbaine, occupation temporaire. Où est-ce qu'on en est à Bruxelles? Peut-être quelles sont les inspirations autre part en Europe ou même dans le monde? Qu'est-ce qui vous inspire? La Comuna ou Armadillo, quelles sont les influences et qu'est-ce qui peut-être peut se faire à Bruxelles et qui ne peut pas se faire ailleurs? Ce qui est très intéressant, c'est que tous les jours on découvre des nouvelles initiatives, des nouveaux projets et aussi des précurseurs. Donc moi je croyais connaître un peu toutes les organisations d'occupation temporaire. J'ai découvert qu'il y en avait, pas plus tard qu'il y a 3 jours, j'ai découvert qu'il y avait notre ancêtre qui s'appelait Précaire. Voilà. Mais donc il y a plein de trucs différents, que ce soit de l'achat de bâtiments via le CLT, que ce soit de CLT peut-être préciser. Donc Community Land Trust. Donc je ne connais pas les détails du mécanisme. En gros, ils achètent le sol avec une entité, ils achètent l'immeuble avec une autre entité. Ça permet un public qui n'a pas énormément de moyens d'acheter son propre appartement sans posséder le sol. Après, il y a un bail amphithéotique, je pense, sur 99 ans pour l'occupation de l'immeuble. Donc en dissociant la terre, le sol du bâti. Donc ça, c'est pas l'occupation temporaire du coup, mais en tout cas, c'est disons, une initiative immobilière qui s'est développée ici à Bruxelles. Donc il y a tous les collectifs qui existent, que ce soit le 123, Grand Squat qui existe depuis 10 ans au centre-ville, Two Stands chez les néerlandophones. Il y a plein de SPRL aussi qu'on ne citera pas aujourd'hui, mais je crois que le paysage est assez ouvert aujourd'hui. Déjà, il y a des milliers de bâtiments abandonnés à Bruxelles. Donc, on cite entre 15 et 30 000 selon une étude d'un urbaniste. Donc, voilà, il y a de quoi faire pour tout le monde. Et ensuite, maintenant, c'est vrai que les pouvoirs publics se délient un peu. Et on a constaté d'ailleurs qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues nous chercher, nous, chez Comuna ou chez Toustan, par exemple, qui sont nos copains néerlandophones, pour occuper des bâtiments. Donc ça, c'est vraiment une opportunité qu'on a. Justement, c'est ma question. C'est aujourd'hui, comment vous les identifiez? Est-ce que il y a eu une première phase de travail où vous alliez au-devant de ces bâtiments, vous alliez repérer un peu partout, et là, vous alliez chercher le propriétaire privé qui se cachait derrière ce bâtiment en disant, bon, vous avez une dent creuse urbaine qui est ici, qui vous coûte des charges. Nous, on peut, la réhabiliter à minima, vous assurer un salaire minimum qui va vous payer les charges. Est-ce que c'est encore ce modèle-là qui est le plus usité, ou vous avez basculé dans une autre dimension où là, des gens viennent vers vous en disant, bon, moi finalement j'ai ce bâtiment, il me sert à rien, parce que je sais que je suis assez copain avec les plateaux urbains qui font ça à Paris, et qui clairement m'ont dit qu'ils viennent de passer à ce deuxième stade, il n'y a pas si longtemps que ça, où là, que ce soit les pouvoirs publics ou surtout les privés qui viennent en disant, on a ça, on sait que vous allez pouvoir en faire quelque chose, et surtout on a confiance en vous parce qu'on sait que ça ne va pas squatter derrière indéfiniment. Est-ce que ce pouvoir de rassurance, vous l'avez prouvé suffisamment aujourd'hui par rapport à ces propriétaires pour qu'ils viennent vers vous directement? Je pense que oui, en tout cas, ça fait depuis 2013 que la commune occupe des bâtiments. Au début, effectivement, on faisait des chasses à vélo la nuit en train de repérer les trucs, et puis on trouvait les moyens au cadastre pour obtenir le nom du propriétaire, on le contactait, on envoyait des lettres, etc. On allait sonner chez lui. Et donc 4 ans plus tard, pas plus tard que ce matin, j'ai eu un coup de fil de la ville de Namur qui veut nous proposer des logements. La commune d'Ixelles, la commune de Forêt, donc enfin bref, il y a plein d'institutions publiques et de responsables qui viennent nous chercher et qui effectivement nous font confiance. Je pense que c'est important de voir que on crée des relations où tout le monde est gagnant. Les propriétaires, parce qu'ils ont un espace qui est parfois rénové s'il était dans un mauvais état au départ, qui est chauffé, entretenu, gardé, etc. Les occupants, et puis aussi le quartier.
puisque en fait souvent les bâtiments abandonnés créent des sortes de trous noirs d'activité, d'énergie, de dégradation, etc. Et donc une fois que c'est occupé, et surtout ce qu'on essaie de faire aussi, c'est de créer des espaces qui sont ouverts sur le quartier, qui impliquent les gens. Donc voilà, ça crée des dynamiques, redynamise le quartier. Voilà. Et les durées en général d'occupation, c'est sur des temps relativement courts ou vous pouvez être sur des temps longs. Ouais. Et deuxième question, c'est est-ce que justement quand le bail arrive à échéance et que vous avez créé une telle bulle de vie, est-ce que c'est aisé de dire bon bah allez les gars on dégage maintenant, on va ailleurs? Moi je viens de sortir d'une occupation à Molenbeek qui a duré 6 mois. Donc ça, je pense que c'est un peu le minimum qu'on accepte, histoire de développer quelque chose. On commence un projet dans un mois qui va s'échelonner sur 5 ans. Donc là, on a pu par exemple faire un emprunt pour vraiment rénover le bâtiment en profondeur. Il y a quelqu'un qui nous a proposé une occupation sur 27 ans, donc ça devient plus vraiment de l'occupation temporaire, mais plutôt du coup de l'occupation transitoire, où en fait on transite par le bâtiment, on l'améliore. En l'occurrence, le propriétaire veut qu'on rénove le toit en échange. Donc c'est éventuellement se dire ok, sur 27 ans, combien est-ce qu'on peut générer de sous, est-ce qu'on peut investir ça tout en sortant gagnant, tout le monde, les occupants et la sauce en même temps. Donc ça c'est pour les périodes. Et la deuxième question c'était la difficulté d'en sortir quand la période arrive à échéance. Il y en a. Récemment d'ailleurs on est passé au travers d'une crise, puisque à la fin d'une occupation la sauce est divisée en deux, ça a été un peu difficile de manière interne. Mais en même temps, je pense que aujourd'hui, en fait, on croule sous les demandes d'espace, mais on croule aussi sous les propositions d'espace. Donc, je pense que quand on terminera l'occupation qu'on a à Ixelles, par exemple, où il y a vraiment, je crois, une petite vingtaine de projets qui sont impliqués, on pourra peut-être pas aller tous au même endroit de la même manière, mais en tout cas, on pourra probablement leur trouver un espace. Et juste pour venir sur la typologie des occupants, c'est-à-dire que là, c'est majoritairement quoi, des jeunes entrepreneurs qui ont besoin de bureaux, ce sont des artistes, ou c'est justement ce mix, parce que tu évoquais tout à l'heure que vous ne voulez pas être mono stéréotype social, quoi, c'est-à-dire vous voulez vraiment mixer. Donc est-ce que ces occupants, vous arrivez à les mixer suffisamment pour pas arriver à une seule couleur d'occupation? Je pense qu'en tout cas, on essaye de parler sur tous les médias différents, donc pour atteindre vraiment tout type de profil. Aujourd'hui, on a vraiment, je pense, je dirais pas de tout, mais on a vraiment des gens de tous horizons, tant au niveau du profil professionnel que de l'origine, que de la situation économique, administrative, religieuse. Voilà, donc à la fin, ça forme un mix assez détonnant où on rigole bien en tout cas. Simon, sur Fruitopia, forcément, bon, ça fait écho effectivement à tu l'as évoqué, à des initiatives qui ont pu naître à Londres, à Paris ou ailleurs. Là encore une fois, est-ce que le terrain bruxellois offre des spécificités locales qui vous permettent d'aborder cette collecte autrement? Et j'ai l'impression que vous vous retraitez tout ça pour en faire de la confiture, si j'ai compris. Entre autres, oui. Entre autres, voilà. Et entre autres, justement, ça m'intéressait de voir quels autres dérivés pouvaient sortir de ça. Alors, pour la spécificité, je pense que Bruxelles, je suis vraiment pas le seul acteur, pas du tout, qui fait ce genre d'activité à Bruxelles. Je pense qu'il y a, comme je disais au début, facilement une trentaine, quarantaine d'initiatives à Bruxelles même qui transforment, qui font la rééquipe, qui distribuent le surplus alimentaire. Donc c'est énorme pour nous de commencer cette activité et de rentrer en contact aussi par le Civic Innovation Network avec tous ces acteurs qui sont déjà là, qui peuvent nous donner des contacts, partager leur expérience, leurs ressources, etc. Donc pour ça, Bruxelles, c'est quand même un terrain très facile, entre guillemets, pour nous, quoi. Ça, c'est clair. Et pour parler d'autres produits, c'est illimité. Nous, pour le moment, on fait des confitures parce qu'on s'est dit... qu'est-ce qu'on fait avec des fruits qui sont parfaitement mûrs? On fait de la confiture. C'est très logique et en même temps tout le monde connaît. Donc on va pas commencer à expérimenter, mais finalement on peut faire du jus, on peut sécher les fruits, on peut faire de la compote, on peut faire des smoothies, on peut faire, c'est infini quoi. C'est juste c'est une question de moyens et question de ressources finalement. Ouais. Je voudrais appuyer un schisme qu'il y a ici à Bruxelles et qui
qui est le cas qui se retrouve un peu partout en Europe en fait, c'est que ça fourmille d'initiatives, mais la majorité de ces porteurs d'initiatives et des gens qui font bouger les choses, leur dénominateur commun, c'est une forme de précarité. Et donc toute la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on encapacite tout ce public qui développe des solutions avec un futur qui sera pour le moins pas super rose, ou qui s'annonce en tout cas avec des bouleversements et des turbulences qui seront plus ou moins fortes. Comment est-ce qu'on crée ensemble un terreau de résilience qui va nous permettre de réagir plus ou moins vite à ces bouleversements ? Et aujourd'hui, il y a toute l'intelligence et toutes les ressources nécessaires sont présentes, mais il y a encore une division extrêmement forte, parce que dans notre modèle compétitif, productiviste, capitaliste, il y a une nécessité de retour sur investissement. Aujourd'hui, c'est ce qui intéresse nos régions, nos pays, c'est de générer de la croissance en investissant dans des initiatives qui vont avoir un retour, un rendement. Et je crois que c'est un mauvais calcul stratégique à moyen et long terme de n'axer que d'angler leur stratégie uniquement par ce biais-là. Et on se retrouve du coup avec une division assez forte, et elle se retrouve partout en Europe, c'est-à-dire un tissu citoyen, local, de transition, articulé autour du logement, de la précarité, du social, très fort, très organisé, sans numérique, etc. Et un tissu plutôt technologique, start-up, entrepreneurial, qui eux ont des méthodes avec une vision articulée autour du rendement. Mais n'empêche que ces deux terreaux, si on parvenait à élaborer des solutions civiques ou utiles pour nos villes, avec des méthodes de construction et d'organisation, avec l'appui du numérique, et donc finalement faire superposer les atouts de ces deux camps, entre guillemets, de ces deux communautés, on en sortirait grandi. Et c'est le cas dans certaines villes. On peut observer ça à Nantes, on peut observer ça au Danemark, à Aarhus, à Bristol en Angleterre. Et pour donner un simple exemple, ça repose la question de nos structures publiques. L'exemple assez simple, c'est des gens du Fab Lab, donc du labo de fabrication à Barcelone, qui ont été construire des capteurs d'humidité pour une ville, Bristol en l'occurrence, où tout le bâtiment était en décomposition, et avec un simple capteur technologique low cost, ça coûtait 10 euros la construction du capteur. En mettant ces capteurs dans tout le bâti à Bristol, on a pu rendre tangibles les effets de l'humidité dans ces bâtis, amener les propriétaires à rénover leur parc, enfin leur bâtiment, et du coup le parc en entier. Et avec cet investissement qui, honnêtement, ça a dû être une goutte, ça a dû être une question de 50 000 euros, 50 000 pounds plutôt, vu qu'on est à Bristol. En un an, ils se sont rendus compte que les dépenses budgétaires liées à la santé et aux maladies pulmonaires, qui étaient causées par l'humidité, a été réduit de 8 millions de pounds. Donc, ce lien, et c'est un peu l'enjeu aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre dans la boucle des acteurs publics et privés environnants locaux et de leur dire quelle ville on veut demain et comment est-ce que vous pourriez en capaciter tout ce tissu d'entrepreneurs, de porteurs d'initiatives, de communautés qui veulent améliorer la ville dans un modèle qui n'est pas uniquement accentué autour du bien commun ou du rendement, mais peut-être des deux, et de faire converger ces deux intérêts. Parce que toutes les communautés plutôt tournées autour de l'open source, et notamment en informatique, et Bruxelles a l'air d'être bien pourvue à ce niveau-là, et qui développent ces solutions sous forme de défis type hackathon ou autour d'un même défi. J'ai l'impression qu'il y en a quand même pas mal de ce type d'initiative. Est-ce que vous vous situez plutôt en complément de ça ou à un autre niveau ? En complément, à 300%, et je pense que c'est marrant parce qu'en préparation de cette émission, j'ai lancé un appel en disant quelles initiatives est-ce qu'il faudrait mettre en avant à Bruxelles, et énormément d'initiatives qui sont revenues se positionnent déjà en accompagnement d'incubation, de soutien, de plateformes numériques, et elles sont très nombreuses à Bruxelles, et je crois qu'il y a plein de chemins par lesquels des initiatives singulières peuvent trouver de l'aide, des ressources, du soutien, et en fait
là où nous on intervient, c'est plutôt de dire vos initiatives singulières fonctionnent en fait ensemble, en vous rendant complémentaires et en créant ces échanges avec des acteurs avec lesquels vous auriez peut-être pas interagi auparavant, vous pourriez vous rendre plus fort ensemble. C'est dans ces interactions-là qu'on se positionne. Et alors, tu me demandais tout à l'heure quelles étaient nos méthodologies. Il y a la facilitation physique, les outils numériques, mais il y a aussi une présence et une connexion avec des administrations publiques qui ont leurs propres compétences. Et aujourd'hui, un entrepreneur, j'en ai encore vu un le mois dernier, qui veut faire une flotte pour gérer les matières organiques, les déchets de matières organiques à Bruxelles, pour faire du biofuel ou de la biométhanisation, pour créer de l'énergie, peut-être pour faire rouler les bus de demain à Bruxelles, là, possible, avec des huiles usagées, imaginons. Il se trouve confronté au bas de l'échelle à devoir aller trouver Innoviris, l'agence liée à la recherche et à l'innovation pour avoir un pan de recherche et d'analyse, à aller voir Bruxelles Environnement, l'agence liée à tout ce qui est environnement, pour avoir un permis pour pouvoir déplacer ces déchets organiques en ville, et aller trouver CityDev pour trouver un bâtiment pour stocker Alors Comuna intervient à ce niveau-là. Mais donc chaque entrepreneur qui a une belle idée se retrouve en bas de l'échelle dans une jungle d'écosystèmes super complexes, avec des jeux politisés, avec de la concurrence en plein. Et notre rôle là-dedans, c'est de pouvoir aller faire le lien direct avec ces agences aussi et leur dire, en fait, on a un entrepreneur là qui va bosser avec un tel, et ils ont tel besoin, et d'accélérer finalement le processus de l'implémentation de cette solution. Là, dans les cas concrets qu'on a évoqués autour de vos deux projets, la relation, elle s'est nouée comment Simon, tu as dit à un moment donné que le network t'a permis aussi justement de te mettre en réseau avec certains acteurs. Ça a été ça le cœur là, de votre relation, par exemple, ensemble ? Oui, donc moi par hasard en fait j'ai vu sur Facebook Civic Innovation Network, c'était en avril, organisé un meeting, donc je suis allé parce que je venais de commencer. Il n'y a pas de hasard sur Facebook, l'algorithme t'a trouvé. Peut-être. Et donc c'est là où j'ai découvert le Civic Innovation Network, et c'est eux qui m'ont proposé finalement de venir et de découvrir en fait ce qu'ils faisaient autour des différentes thématiques. Et c'est peut-être, je ne sais pas si c'est le moment d'en parler maintenant, mais c'est comme ça que moi j'ai participé plusieurs fois à des tables rondes sur le gaspillage alimentaire avec un nombre d'acteurs qui est déjà actif sur le terrain à Bruxelles. Oui, donc en fait Simon nous a rejoint lors d'un premier rendez-vous sur un rendez-vous autour du gaspillage alimentaire, où on avait essayé de comme d'habitude, rassembler des acteurs qui font pas seulement du gaspillage alimentaire, mais aussi les gens qui font de l'occupation temporaire, de la mobilité, de la transformation d'énergie à base d'aliments, type pelure d'orange ou je ne sais plus lequel autre. Et donc ça a été un peu la première étape, et donc ça c'est typiquement un exemple du processus qu'on développe généralement. Le résultat de cette réunion, on en a eu 3 je crois, ça a été l'importance de la logistique dans le gaspillage alimentaire. On s'est rendu compte que c'était la clé si on voulait passer l'échelle en termes de réduction de ce gaspillage alimentaire. Donc voilà, ça c'est le projet sur lequel on travaille en ce moment, et voilà, vous en saurez bientôt un peu plus. Concernant la Comuna, en fait on les a rencontrés moi via des projets passés. J'ai pu rencontrer Dan qui était donc l'un des cofondateurs, et au moment donc de démarrer Civic Innovation Network, voilà, je me suis vraiment dit que ce serait intéressant qu'on travaille ensemble. C'est un écosystème, nous sommes un écosystème, et il y a une complémentarité assez intéressante à développer entre les deux. Et donc on a commencé à occuper des locaux rue de Flandre, juste à côté du canal, où il y a un chouette écosystème qui est en train de se développer. Il y avait vraiment un bâtiment génial avec un Repair Café et un matcha bar, donc un bar à thé. Il y avait comme d'habitude avec Comuna, un programme culturel et événementiel très intéressant. Et donc on a bougé vers ce nouveau bâtiment
à côté de Flagey, à la Serre, qui est top, et on vous invite à venir nous voir quand vous voulez. Il y a des repas à 6 € bio tous les jours de la semaine, et des concerts, et des événements, des festivals, vraiment, vraiment super top là-bas. Peut-être un autre projet de la Communa, peut-être que là j'en ai évoqué quelques-uns. Est-ce qu'il y a peut-être un projet en particulier qui serait intéressant d'évoquer ? Pour le public, pour le moment on se concentre à la Serre. Il y a une maison de quartier citoyenne qui est en train d'ouvrir à Forêt. Donc aux étages il y a des gens qui habitent, dont moi, et au rez-de-chaussée il y a 2 grandes pièces qu'on met à disposition des voisins, justement pour retisser du lien social. Et donc Jean-Claude Anglebert qui sera là normalement un peu plus tard pour modérer la discussion avec Bernard Stiegler, nous a donné la maison en gestion et il a dit le quartier est mort, faites-en quelque chose. On a dit ok, on va faire un truc. Et donc on a une assemblée générale des voisins le samedi et on a la vieille madame de 83 ans qui veut faire un club de bridge, les jeunes qui veulent faire un sauna, l'architecte qui a des idées plus folles les unes que les autres, des garderies d'enfants. Enfin bref, il y a plein de projets super qui ont fleuri de ces discussions. Et voilà, et sinon, nous, on est en train vraiment de se plancher sur le développement d'un site beaucoup plus grand, et donc d'un écosystème réel où tout le monde serait parqué au même endroit pour faire des expérimentations, un véritable laboratoire urbain. Mais vous en saurez plus dans quelques mois. Merci. Peut-être un petit mot par rapport à ces on va dire, driving force que sont on va dire le bouillonnement citoyen des créatifs, des habitants qui habitent aux alentours de vos occupations, et peut-être des intérêts plus pragmatiques, je ne sais pas si c'est le terme, mais plus intéressés, avec les développeurs immobiliers par exemple, ou des acteurs de la ville qui ont certains plans pour certains quartiers. Comment est-ce que vous intégrez vos projets, vos occupations temporaires au milieu de ces deux forces d'émergence citoyenne et de plans un peu planifiés top-down que peuvent avoir des développeurs immobiliers ou la ville généralement? Je crois qu'il y a, j'aurais tendance à dire aucun compromis. Nous, on est là avec nos piliers, notre éthique, nos désirs, notre vision. On essaie de la concrétiser quoi qu'il arrive. Comme je disais tout à l'heure, on dépend vraiment des occupants. Donc ça, c'est clairement des gens qui viennent enrichir notre processus, notre assos et qui nous enrichissent. Ouais, enrichir, j'ai déjà dit. Par rapport aux acteurs publics et aux promoteurs immobiliers, on est en contact avec eux. En gros, on est en train d'essayer de les convaincre de l'opportunité du travail qu'on est en train de faire. C'est pas une valorisation de la ville nécessairement, en tout cas c'est pas le but premier recherché. C'est vraiment un changement vers un Bruxelles qui est meilleur pour tout le monde. Donc que ce soit le gosse du ministre ou le gosse du réfugié ou le gosse du promoteur immobilier, ils vivent tous dans un air qui est pollué, ils bouffent tous de la nourriture qui vient du Pérou, etc. Donc fondamentalement, avec le travail qu'on est tous en train d'effectuer ici, on améliore tous notre qualité de vie. Donc, enfin, je sais pas si ça répond à ta question. Donc, mais... C'était, oui, donc pas de peur de se faire récupérer en fait le projet. Ça intéresse beaucoup de personnes, le fait de revaloriser temporairement un bâtiment, ça peut accroître la valeur, ça peut redonner une dynamique du quartier qui peut en fait susciter l'appétit de... On se situe dans une niche qui est unique en fait au niveau de l'activité. Non seulement il n'y a personne d'autre à part Tousstand que j'ai déjà cité qui fait ça à Bruxelles véritablement. Donc il y a des sociétés anti-squat ou des sociétés d'occupation, mais c'est des sociétés, c'est pas des assos. Ils n'ont pas la vision qu'on a. Eux, ils le font, mais ils le font surtout pour générer des sous. Et c'est une sorte d'externalité d'inviter des projets citoyens ou des bricoleurs ou des artistes dans leur bâtiment. C'est ce que je pense en tout cas. Et donc occuper un bâtiment pour un temps si court, par exemple un bâtiment de 40 000 m² avec des rénovations à faire pour 2 ans, il n'y a personne d'autre qui le fait. Et donc du coup, je pense que plus que se faire reprendre, on sera appelé encore une fois par ces gens
qui se rendent bien compte qu'il faut occuper le vide. Et surtout, par exemple, dans le cas de ces 40 000 m², imaginons qu'il y ait un complexe de 40 000 m² à Bruxelles, qui est des bâtiments avec une architecture magnifique, etc., qui vont se dégrader le temps du vide. En fait, mieux vaut l'occuper, encore une fois. Donc, je crois que... Convergence des intérêts économiques avec les intérêts sociaux et environnementaux. Win-win-win, c'est ce que je disais tout à l'heure, ouais. Génial. Merci beaucoup. En tout cas, on va conclure Merci. sur ces mots. En tout cas, ça donne envie pour nous qui ne sommes pas à Bruxelles au quotidien et on est à Paris, Lyon ou Montpellier, où commence à fleurir ce type d'initiative, mais avec, je pense, un rapport au foncier qui est foncièrement différent, mais aussi un rapport aux mentalités qui l'est. Donc là, c'est quand même très, très inspirant pour nous. On se retrouve dans 5 minutes avec Bernard Stiegler dans le Grand Auditorium et dans 20 petites minutes ici sur une table ronde sur le renouveau des médias belges avec nos amis de Médor, 24h01 et Apache qui lui est un média néerlandais. On continue, c'est dans 15-20 minutes sur European Lab, la radio, et dans 5 minutes avec Bernard Stiegler pour de vrai, dans la vraie vie avec des vrais mots et des vrais gens. À tout à l'heure.